Bonsoir, Good Shabbos, Shabbat Shalom. Avec l'aide de Dieu, on continue à raconter la vie du grand chassid, Reb Mendel Futterfass, chassid du Rabbi. On a vu la dernière fois comment, malheureusement, en 1971, il a perdu sa fille, Dobrushka, dans un accident de voiture. Malheureusement, elle a laissé 11 enfants derrière elle. Ça, c'était la dernière, si on peut dire, épreuve très très difficile qu'a vécu Reb Mendel. Et donc, à la suite de ça, après cet épisode tragique, Reb Mendel a déménagé à la demande du Rabbi. On a vu ça aussi la dernière fois. Il est parti de Londres et il est arrivé pour s'installer à Kfar Chabad en Israël. Et là-bas, il est devenu le mashpia, le directeur spirituel, si on peut dire, de la yeshiva de Kfar Chabad. À peu près pendant ces années-là, un petit peu après, au début des années 70, et quasiment jusqu'à la fin de sa vie, donc pendant une vingtaine d'années, il faut savoir que Reb Mendel, il allait tous les étés aux États-Unis pour récolter de l'argent pour les juifs du RSS, les juifs russes. Comment ça se passait? Tous les étés, il allait retrouver un ami à lui qui s'appelait Reb Menachem Shmuel David Reichik, qu'on appellera Reb Shmuel par souci de simplicité. Et donc Reb Mendel et Reb Shmuel, ils allaient comme ça tous les étés faire le tour des villes, le tour des communautés, renforcer les gens et récolter des fonds pour les juifs du RSS, soit les juifs qui étaient encore bloqués en URSS, que la chute du rideau de fer, pour rappel, c'était en 1991. Donc là, on est au début des années 70, donc il y avait encore beaucoup de juifs qui étaient bloqués en URSS derrière le rideau de fer, entre guillemets. Et même, ils récoltaient de l'argent aussi pour les juifs qui avaient réussi à sortir du RSS, mais donc qui avaient des besoins importants et qui n'avaient pas de quoi gagner leur vie. Donc ça, c'était ce que Reb Mendel faisait tous les étés avec son ami Reb Shmuel Reichik. Entre parenthèses, Reb Shmuel Reichik aussi, il avait une vie bien riche. Ça serait peut-être Kedaï un jour ou l'autre de faire quelques vidéos sur sa vie à lui aussi. En tous les cas, Reb Shmuel Reichik, lui, il vient de Pologne. C'était un grand ilouï, un grand génie dans l'étude de la Gemara. Il s'est rapproché de Chabad un petit peu plus tard. Si je ne dis pas de bêtises, il ne vient pas d'une famille chassidique Chabad de naissance. Et en tout cas, il s'est beaucoup attaché à la chassidoute. On raconte même que quand il était jeune, pendant Shabbat, il priait le matin 6 heures. Sa tfila du matin de Shacharit du Shabbat, ça durait 6 heures, tellement qu'il était imprégné de méditation et d'approfondissement dans la tfila, de ressentir la tfila. Et lui, donc, il était en Pologne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a réussi à s'enfuir de la Pologne vers la Lituanie. Ensuite, il est arrivé au Japon et ensuite à Shanghai, en Chine, où il y avait une yeshiva là-bas qui s'est faite. Et après, il est tout de suite arrivé, après la Deuxième Guerre mondiale, aux États-Unis. Et en 1948, il a été envoyé par le rabbi précédent comme shaliach, émissaire du rabbi, à Los Angeles. Et donc, c'était le shaliach à Los Angeles, mais c'était aussi, on va dire, le responsable de toute la côte ouest des États-Unis, avant qu'il y ait tous les autres shluchim qui arrivent, un shaliach dans chaque ville. Mais en tout cas, lui, c'était un des premiers émissaires du rabbi sur la côte ouest des États-Unis en général et à Los Angeles en particulier. Donc Reb Mendel, avec son ami Reb Shmuel Reichik, ils se retrouvaient tous les étés et ils faisaient le tour des communautés pour aller renforcer les gens et récolter de l'argent. On raconte que les deux, ils avaient une personnalité totalement différente, même si c'était les meilleurs amis du monde. Mais Reb Mendel, il était focalisé sur la mission. Ça veut dire que quand ils arrivaient dans une ville, dans une communauté, le matin, Reb Mendel, tout de suite, il ne perdait pas de temps. Il faisait sa tfila. Certes, ça prenait un certain temps, mais on va dire, pour lui, il n'y avait pas de temps à perdre. On faisait la tfila comme il faut. Et après, tout de suite, il fallait qu'on parte. Ils avaient des rendez-vous, des visites, des gens à aller voir, des donateurs, etc. etc. Et donc, Reb Mendel était plutôt focus sur la mission. Que Reb Shmuel, il était plus cool. Il raconte comme ça dans le livre que le matin, il arrivait à la choule, il parlait avec les gens, il passait des coups de fil, il étudiait, et puis après il priait longtemps. Et Reb Mendel était un peu énervé de ça parce que il lui disait, mais nous, donc Reb Mendel, il avait fini de prier depuis longtemps, et lui, il était encore en plein dans la tfila. Et quand il finissait, Reb Mendel lui disait, nous, la moitié de la journée est presque passée, et on est toujours là, on n'a rien fait. C'est pas normal. Donc on voit un peu la différence entre les deux. En tous les cas, il y a plein d'histoires qui sont racontées dans le livre sur cette période où tous les étés, comme ça, ils allaient récolter de l'argent.
Une histoire qui est racontée, c'est à Long Beach, dans la ville de Long Beach en Californie. C'est à peu près à une demi-heure de Los Angeles. Reb Mendel et Reb Shmuel, ils sont arrivés, ils ont renforcé la communauté et Reb Mendel, il a fait un Farbrengen là-bas. Quand il a appris qu'il n'y avait pas de mikvé dans la ville, il a parlé notamment lors du Farbrengen de l'importance de construire un mikvé pour les femmes, que c'était très important, etc. Et comme on l'avait vu entre parenthèses, que Reb Mendel lui-même, il avait construit déjà plusieurs mikvés en URSS à l'époque. Donc il a essayé de renforcer la communauté dans ce sujet-là de construire un mikvé, qui était quelque chose d'important. Le chaliar de la ville, de Long Beach, s'appelait Reb Gershon Schusterman. Et lui, il écoutait Reb Mendel et il se disait, bon, c'est bien beau tout ça, mais en réalité, il n'y a pas vraiment besoin dans ma ville de faire un mikvé. Pourquoi? Il disait, parce que déjà, il n'y a que 4 femmes qui se trempent au mikvé tous les mois. Et en plus de ça, on est à peine une petite demi-heure de Los Angeles, et là-bas, il y a un mikvé. Donc, quel intérêt de faire un mikvé ici? Bon, il a laissé parler Reb Mendel, mais on va dire que dans sa tête, il se disait, ça se fera pas, c'est pas nécessaire, ça se fera pas. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une dame qui était présente au Farbrengen, du côté des femmes, bien sûr, qui a entendu, et elle voulait qu'il y ait un mikvé dans la ville. Elle a écrit après le Farbrengen à sa mère, la mère de cette dame. Donc, cette dame, elle a écrit à sa mère, elle lui a raconté ce qui s'est passé, que Reb Mendel, il a fait un Farbrengen, qu'il a proposé de faire un mikvé dans la ville, etc., etc. Et la mère de cette dame, elle a écrit ensuite au rabbi pour lui raconter ça. Et le rabbi, il a écrit une lettre au chaliar de Long Beach, Reb Gershon Schusterman. Il lui a dit, c'est très important qu'il y ait un mikvé dans votre ville, et en guise de participation, je donne $1000 pour la construction du mikvé. Donc le chaliar, il reçoit cette lettre du rabbi. Il comprend qu'il n'a pas le choix, mais d'un autre côté, $1000 c'était une somme importante certes à l'époque, mais pour construire un mikvé, il fallait beaucoup plus. Donc il ne savait pas quoi faire. Il a fait appel justement à Reb Shmuel, Reichik et Reb Mendel, Futterfass, et ensemble ils ont récolté les fonds nécessaires pour construire un mikvé à Long Beach en Californie. Et on dit même, dans le livre, c'est écrit en tout cas comme ça, que jusqu'à aujourd'hui, c'est le seul mikvé dans toute la ville. C'est ce mikvé Chabad-là qui a été fait à cette époque-là, grâce au Farbrengen de Reb Mendel, qu'une femme a écouté, qu'elle a envoyé à sa mère, qu'elle a envoyé au rabbi, etc., etc. Donc pour dire l'impulsion qu'ils arrivaient à donner dans les communautés qu'ils visitaient. Il y a, pendant une certaine période, un des chauffeurs qui conduisait ces deux chassidim-là, c'était Shlomi Futterfass. Shlomi Futterfass, comme son nom l'indique, c'était un des petits-enfants de Reb Mendel. Et donc lui, il raconte plein d'histoires sympathiques aussi, que lui, donc il était, tous les étés, quand il était disponible, et ben, c'est lui qui s'occupait de conduire son grand-père avec Reb Shmuel Reichik, les conduisait à leur rendez-vous chez les donateurs, dans les différentes communautés, etc. Et lui, il disait qu'à un moment, ça avait tellement pris cette habitude-là, que ces deux chassidim, ils allaient voir les gens comme ça, que les donateurs, les grands, on va dire les grands businessmen qui les recevaient, etc., limite, ils se battaient pour les recevoir. Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui cherchaient à les rencontrer, tellement ils avaient entendu parler d'eux. Et puis il faut dire aussi qu'à l'époque, vous imaginez dans les années 70-80, deux chassidim comme ça, âgés, avec des grandes barbes blanches, des chapeaux, etc., des petites casquettes comme Reb Mendel, c'était pas commun comme aujourd'hui. Donc c'était des gens qui étaient impressionnants, qui avaient une stature spirituelle, mais aussi même physiquement. Ça reflétait une stature impressionnante. Et donc les gens, quand ils ont été connus, les gens eux-mêmes voulaient les rencontrer. C'était un honneur pour eux de les rencontrer. Si bien que Shlomi Futterfass, il raconte aussi qu'à un certain moment, quand les deux chassidim se présentaient devant les donateurs, ils n'avaient même plus besoin de demander de l'argent, que les donateurs, ils voulaient donner d'eux-mêmes. Et il raconte même que des fois, le donateur, il faisait un chèque. Et les deux, donc Reb Mendel et Reb Shmuel, ils voyaient le montant, ils disaient, nous, donne plus. C'est quoi, tu nous donnes que ça? C'est pas seulement qu'ils arrivaient à bien récolter, c'est que les gens leur donnaient d'eux-mêmes. Et même quand ils leur donnaient, des fois, eux, ils se permettaient de dire, donne plus, ça suffit pas. Donc pour dire un peu l'impression qu'ils faisaient, l'atmosphère qu'ils mettaient en place autour d'eux. Dans le même ordre d'idée, il raconte qu'une fois, ils avaient un rendez-vous chez quelqu'un de très important, très riche, un grand donateur. Et ils sont arrivés et la secrétaire leur a dit, écoutez, il n'est pas disponible pour l'instant, patientez un petit peu en salle d'attente. Patientez un petit quart d'heure, 20 minutes en salle d'attente. Donc, les deux, ils se sont assis. Ils étaient tellement fatigués qu'ils se sont endormis
sur les chaises. Et quand la personne, le donateur, il est arrivé, il les a vus endormis. Il était tellement impressionné de voir ces deux chassidim-là, âgés, fatigués, mais qui continuent à se battre pour réaliser leur mission. Il était tellement impressionné qu'il a fait un chèque de 5000 euros, 5000 dollars plutôt, pardon. Et quand ils se sont réveillés, la secrétaire leur a dit voilà, il a été tellement impressionné de vous voir qu'il vous fait un chèque de 5000 dollars. C'était une somme colossale à l'époque, bien sûr. Et donc, voilà, l'impact qu'ils avaient sur les juifs, comme ça, des États-Unis. Et donc, tous les étés, pendant une vingtaine d'années, du début des années 70 quasiment jusqu'à la fin de sa vie, Reb Mendel, il allait comme ça aux États-Unis pour faire cette mission-là. Il dit même d'ailleurs qu'en 1980, début des années 80, il était tellement fatigué qu'il voulait arrêter ça. Il voulait arrêter, il voulait se reposer un petit peu, il voulait faire autre chose, mais c'est très fatigant tous les étés de voyager aux États-Unis et de faire tout ce périple-là. Et donc il est parti voir le rabbi, il lui a dit voilà, qu'il est fatigué, qu'il aimerait arrêter cette aventure. Le rabbi, il lui a dit qu'il ne fallait pas arrêter. Et il lui a dit que c'est vrai que c'est fatigant et qu'il ne faut pas comment dire, le rabbi, il avait mis l'accent sur le fait que ce n'est pas seulement de l'argent qu'ils récoltent pour aider des juifs, c'est aussi qu'ils vont renforcer les juifs locaux. En les voyant, ces juifs-là vont se renforcer et ils vont aussi donner la tzedaka. Donc le rabbi lui a dit finalement, pourquoi tu veux empêcher les juifs de se renforcer, de faire des mitzvot? Quand toi tu vas les voir, ils se renforcent, ils progressent, ils donnent la tzedaka, donc ils font des mitzvot. Pourquoi tu veux leur empêcher? Pourquoi tu veux empêcher aux juifs de faire des mitzvot? Et avec cet argument-là, Reb Mendel n'a pas pu, entre guillemets, contredire le rabbi. Et donc il a continué vraiment jusqu'à ses dernières forces. Juste j'ouvre une parenthèse parce que c'est intéressant de voir comment des fois certaines personnes qui disaient qu'il était fatigué, comment le rabbi il a voulu les pousser, si on peut dire, dans leur retranchement pour continuer ces choses-là qu'ils faisaient. Alors, c'est difficile, comment dire, c'est des notions qui sont assez subtiles parce que chacun doit se connaître. Et c'est sûr que si quelqu'un il se malmène, il fait trop de choses, il ne se laisse pas de répit, certainement qu'à un moment ou un autre, il va lâcher. C'est pour ça qu'il faut bien se connaître. Ou alors qu'il faut avoir quelqu'un, un mashpia, comme on dit, quelqu'un qui nous connaît bien, qui a un peu plus de hauteur, un peu plus d'expérience, qui pourra nous conseiller, nous dire, voilà, écoute, ça c'est un peu trop, repose-toi, ou au contraire, non, là c'est un peu de la paresse, vas-y, etc., etc. Mais il faut faire attention avec ces sujets-là parce que des fois, comme on dit, le Yetzer Hara, il peut nous forcer à faire trop pour nous fatiguer, pour après qu'on fasse moins. Mais en tout cas, le rabbi connaissait ses chassidim. Et donc, on voit que pour certaines personnes, donc en l'occurrence là, Reb Mendel, le rabbi, même si il a entendu que Reb Mendel est fatigué, il l'a poussé à continuer. Malgré la fatigue, vas-y, continue. C'est important ce que tu fais, tu ne peux pas t'arrêter. Ça peut paraître dur comme ça, parce que quelqu'un qui est en souffrance, ça paraît un peu cruel de ne pas le laisser s'arrêter. Mais certainement que le rabbi connaissait ses chassidim, connaissait les neshamot de chacun, et il savait que Reb Mendel, il pouvait encaisser cette charge de travail. L'exemple qui est connu de ça aussi, c'est le Rav Adin Even Israel Stenzal. Ouais, le Rav Stenzal, il est très connu, notamment pour sa traduction du Talmud en hébreu. D'accord, le Talmud de la Gemara, c'est écrit en araméen, Talmud de Bavli en tout cas. Et lui, il a traduit le Talmud en hébreu. Donc, il est très connu pour ça. Et lui, il y a une vidéo très très connue que j'essaierai de mettre dans le lien de cette vidéo, dans la description, où là-bas, il raconte que, bon, il avait plein de projets. Lui, le Rav Stenzal, c'est un grand génie. Pour tous ceux qui le connaissent, ils savent de quoi je parle. Et il raconte qu'une fois, il est parti voir le rabbi. Et il disait dans la vidéo, à cette époque-là, j'avais 3 gros projets. Si on peut dire un gros projet, par exemple, c'est comme traduire tout le Talmud en hébreu. Donc dans le Talmud de Bavli, il y a à peu près 2000 pages. Donc ça, c'est un gros projet de traduire 2000 pages de l'araméen en hébreu avec tous les commentaires, etc., etc. Donc ça, c'était un gros projet. Et lui, il dit, quand je suis parti voir le rabbi, j'avais 3 gros projets en cours. Pas 1, pas 2, mais 3. J'avais 3 gros projets en cours et j'avais une vingtaine de petits projets. Et il a dit, je suis parti voir le rabbi, Rav Stenzal, et j'ai dit au rabbi, je suis fatigué, je ne peux pas tout faire. Et j'aimerais que le rabbi me dise quel projet je peux arrêter pour avoir un peu de temps pour me reposer.
C'est ça la question qu'il a posée au rabbi. Qu'est-ce que je peux arrêter? Quel projet le rabbi me conseille d'arrêter? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, le rabbi m'a dit, il faut pas arrêter il lui dit, il ne faut pas que vous arrêtiez un projet. Par contre, il faut que vous rajoutiez des projets. Donc lui dit, vous imaginez la folie, ça veut dire, lui, il avait 3 gros projets, une dizaine, une vingtaine de petits projets, il n'en pouvait plus. Il va voir le rabbi pour lui dire, qu'est-ce que j'arrête? Le rabbi lui dit, il ne faut pas que tu arrêtes, il faut que tu rajoutes d'autres projets. Et lui, à la fin de la vidéo, c'était quelqu'un de scientifique, il dit, ça m'a fait penser à une loi dans la physique, qui est que dans un certain espace, on peut faire rentrer une certaine quantité de matière. Et par exemple, une boîte, on peut faire rentrer une certaine quantité de matière. Une fois que la boîte elle est pleine, ben elle est pleine. Maintenant, il dit, en physique, il y a une loi qui dit que quand on rajoute beaucoup de pression, pas une pression classique, mais une pression très 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 haute, à ce moment-là, la matière, elle peut se réorganiser et on peut faire rentrer plus de matière dans le même volume initial. Ça veut dire qu'avec une force, une pression, la matière se remodèle et il y a plus de matière qui peut rentrer dans le même espace initial. Alors même ça a une limite parce qu'au bout d'un moment, même cette matière qui est pressurisée, remodelée, on ne peut pas remplir plus. Mais on va dire avec cette pression, on peut remplir beaucoup plus que l'espace et que le volume initial. Donc il a dit quand le rabbi m'a dit ça, ça m'a fait penser à ça. Ça veut dire que moi, j'en pouvais plus. Le rabbi m'a rajouté quelque chose. Et alors, il ne dit pas dans la vidéo, mais certainement, en tout cas, qu'il a suivi le conseil du rabbi et il a réussi à concrétiser ses projets et sans en lâcher un en cours de route. Une dernière histoire aussi intéressante sur ce sujet-là. Bon, là, on voyage, on s'écarte un peu de Reb Mendel, mais c'est pour cerner un peu cette idée, comment le rabbi, des fois, certaines personnes, il va les pousser un peu dans leur retranchement pour qu'ils fassent encore plus et encore mieux. C'était une vidéo, je l'ai retrouvée, mais je ne sais pas si elle est disponible sur YouTube. Elle est sur le site de James, ça c'est sûr. Une vidéo d'une dame qui s'appelle Esther Mentz. Ouais. Esther Mentz. La vidéo, elle s'appelle Keep Going sur James. Esther Mentz, elle raconte qu'elle était coprésidente des Neshe Ubnot Chabad dans les débuts des années 60. Neshe Ubnot Chabad, c'est l'association des filles, des jeunes filles, des femmes de Chabad. Et donc, ça a la mission de promouvoir tout ce qui concerne les femmes, les mitzvot concernant les femmes, des conférences sur les thèmes du rôle de la femme, des conseils, etc. etc. Et donc elle était Esther Mentz, Madame Esther Mentz, était coprésidente de Neshe Ubnot Chabad dans les années 60. Et elle raconte qu'elle avait lancé un concept qui était les réunions, les conférences du dimanche. Il y avait plein de catégories différentes d'activités et elle, son truc, c'était les conférences du dimanche. Et donc tous les dimanches, elle organisait des conférences pour les femmes. Aux États-Unis, les femmes ne travaillaient pas, donc ça avait un grand succès. Mais voilà, c'était son projet, mais elle était toute seule dessus. Et donc à chaque fois, elle dit qu'il fallait organiser, il fallait ramener des friandises, il fallait ramener des activités, etc., etc. Et donc c'était très difficile, très chronophage. Et un jour, elle part voir le rabbi, elle lui dit, écoutez rabbi, j'ai fait ce que j'ai fait, maintenant je veux arrêter parce que j'ai plus le temps, je vois plus mes enfants, je vois plus ma famille. Et voilà, c'est trop fatigant, je veux arrêter ce poste-là de coprésidente et en l'occurrence, je veux arrêter les journées du dimanche pour les femmes, c'est plus possible. Le rabbi lui dit, pourquoi vous voulez arrêter? Parce que vous êtes fatigué. Alors elle lui dit, bah oui, je suis fatigué. Et le rabbi lui dit, vous voulez arrêter aussi parce que vous êtes toute seule, personne ne vous aide? Elle a dit, oui, je suis toute seule, personne ne m'aide. Le rabbi, il lui dit, mais qu'est-ce que le rabbi doit dire alors? Alors elle dit, qu'est-ce que le rabbi doit dire? Je n'ai pas compris. Le rabbi lui dit, le rabbi aussi, il est fatigué. Le rabbi aussi, il est seul. Mais le rabbi, il n'arrête pas. Donc toi non plus, tu ne vas pas arrêter. Alors elle, qu'est-ce qu'elle lui dit? C'est intéressant. Elle lui dit, oui, mais moi, je ne suis pas le rabbi. Et le rabbi lui dit, vous n'êtes pas le rabbi, mais vous n'avez pas non plus le travail du rabbi à faire. Vous avez un travail qui est à la mesure de vos forces. Donc de la même manière, le rabbi lui dit que moi, je suis fatigué, que moi, je suis tout seul, mais que moi, je continue. Alors vous aussi, vous devez continuer. Et donc, elle voulait arrêter. Finalement, elle a continué pendant 2 ans à faire ce programme-là avant d'arrêter. Donc, le rabbi a réussi à la faire continuer comme ça pendant 2 ans avec ces mots-là. Donc voilà, Baruch Hashem, en tous les cas, on a vu comment Reb Mendel, malgré l'épreuve qu'il a eue en 1971, il ne s'est pas donné de répit, il ne s'est pas donné de repos. Et pendant une vingtaine d'années, quasiment jusqu'à sa mort, pour rappel, Reb Mendel, il est niftar en 1995,
Donc quasiment pendant 20 ans, du début des années 70 jusqu'au début des années 90, Reb Mendel ne s'est pas donné de repos. Tous les étés, il allait aux États-Unis avec son ami Reb Menachem Shmuel David Reishik pour renforcer les communautés locales, récolter de l'argent pour les Juifs dans le besoin. Et Baruch Hashem, ils ont pu accomplir beaucoup de belles choses pendant ces années-là. Les Chaim, qu'on puisse prendre des enseignements de cette histoire. Des bonnes nouvelles et à très bientôt pour la suite.